Imaginez qu'on vous force à épouser quelqu'un que vous méprisez, pensant qu'il s'agit de la pire humiliation possible. Mais si cette punition était en réalité le début de la plus belle histoire de votre vie? C'est exactement ce qui va arriver à Aïcha, une jeune femme rebelle qui va découvrir que parfois, les apparences sont si trompeuses qu'elles cachent des trésors inestimables. Dans les ruelles poussiéreuses de Marrakech, sous le soleil implacable de l'été 1962, Aïcha Ben Ali court vers sa liberté. Ses babouches claquent contre les pavés inégaux tandis qu'elle fuit la demeure familiale, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle comme un étendard de rébellion. À 19 ans, elle refuse catégoriquement le mariage arrangé que son père a conclu avec un riche marchand de 60 ans. Dans cette société où les femmes n'ont pas voix au chapitre, Aïcha ose défier les traditions millénaires. Mais la liberté a un prix. Quand son père, Si Ahmed Ben Ali, notable respecté du quartier, la retrouve cachée chez sa tante, sa colère est volcanique. L'honneur de la famille a été bafoué publiquement. Les voisins murmurent, les commères ricanent, et le fiancé est conduit menace de poursuite. Dans cette société patriarcale, la désobéissance d'une fille rejaillit sur toute la lignée. Tu veux faire tes propres choix, rugit Si Ahmed, ses yeux injectés de sang fixant sa fille agenouillée devant lui. Très bien. Tu épouseras qui je déciderai, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un homme de ton rang. Puisque tu méprises nos traditions, tu découvriras ce que signifie vraiment l'humiliation. Le châtiment tombe comme un coup près, Aïcha épousera Youssef, le domestique de la maison. Un homme simple, discret, qui nettoie les écuries et entretient le jardin depuis 3 ans. Pour la société de l'époque, c'est plus qu'une mésalliance, c'est une déchéance totale. Une fille de bonne famille contrainte d'épouser un serviteur? L'opprobre ne peut être plus grand. Youssef Ben Omar a 25 ans et des mains calleuses par le travail. Ses vêtements simples, sa démarche humble et son regard toujours baissé en font l'incarnation parfaite du domestique soumis. Quand Si Ahmed lui annonce qu'il épousera sa fille, Youssef reste silencieux un long moment, ses doigts serrant nerveusement son chapeau de paille. « Maître, murmure-t-il finalement, votre fille mérite mieux qu'un homme comme moi. Je ne suis qu'un serviteur. » Justement, rétorque Si Ahmed avec un sourire cruel. Elle apprendra ainsi la valeur de l'obéissance. Ce que personne ne sait, c'est que derrière les yeux sombres de Youssef se cache une intelligence vive et des secrets qui pourraient bouleverser toute la donne. Car cet homme apparemment insignifiant observe tout, comprend tout, et porte en lui une histoire que personne ne soupçonne. Le mariage a lieu dans l'intimité la plus stricte. Aucune fête, aucune musique, aucune célébration. Juste l'imam du quartier, quelques témoins obligés, et 2 êtres que tout sépare unis par la contrainte. Aïcha, vêtue d'une simple robe blanche, refuse de regarder son époux. Ses larmes de rage coulent silencieusement tandis qu'elle prononce le « oui » qui scelle son destin. Youssef, lui, observe cette femme fière et brisée avec une expression indéchiffrable. Quand leurs regards se croisent brièvement, Aïcha n'y lit ni triomphe ni satisfaction, mais quelque chose qui ressemble étrangement à de la compassion. Cette constatation ne fait qu'attiser sa colère. « N'espère jamais que je t'aime », lui lance-t-elle avec venin sitôt la cérémonie terminée. « Ce mariage est ma prison, et tu en es le gardien. »« Je n'attends rien de vous, madame », répond Youssef avec une dignité surprenante. « Seulement le respect mutuel qui permet de cohabiter en paix. » Cette réponse mesurée déstabilise Aïcha. Elle s'attendait à de la servilité ou au contraire à de l'arrogance masculine. Mais Youssef semble naviguer entre les deux avec une aisance déconcertante. Leur nouvelle vie commence dans la petite maison que Si Ahmed a achetée pour le couple, loin de la demeure familiale. C'est une habitation modeste mais propre, avec un petit jardin que Youssef entretient avec un soin méticuleux. 2 chambres séparées, une cuisine rustique, et surtout, un silence pesant qui s'installe entre les époux. Les premiers jours sont un enfer pour Aïcha. Habituée au luxe et aux serviteurs, elle doit désormais accomplir les tâches ménagères quotidiennes. Ses mains, jadis si soignées, se fendillent au contact de l'eau de lessive. Ses ongles se cassent, ses paumes se couvrent d'ampoules. Chaque geste du quotidien lui rappelle sa chute sociale. Youssef travaille toujours chez son ancien maître le jour, mais rentre chaque soir s'occuper du jardin et réparer ce qui doit l'être dans la maison. Il ne se plaint jamais, ne réclame rien, et traite Aïcha avec une politesse distante qui la met hors d'elle. « Tu peux arrêter ton numéro »,
lui lance-t-elle un soir alors qu'il répare une fenêtre qui ferme mal. Nous savons tous les deux ce que tu es vraiment. Et qu'est-ce que je suis, selon vous, demande Youssef sans lever les yeux de son travail. Un opportuniste. Un homme qui a saisi sa chance de grimper socialement en épousant la fille de son maître. Youssef pose ses outils et la regarde enfin. Dans ses yeux, Aïcha lit quelque chose qui ressemble à de la tristesse. Et si c'était le cas, madame, ne pensez-vous pas que je me comporterais différemment? Que j'exigerais mes droits d'époux? Que je profiterais de votre situation? Cette remarque fait mouche. En effet, depuis leur mariage, Youssef n'a jamais essayé de s'imposer. Il respecte scrupuleusement l'intimité d'Aïcha, ne partage pas sa chambre, et ne réclame aucun privilège conjugal. Son attitude n'est ni celle d'un arriviste ni celle d'un homme dominateur. Mais Aïcha refuse d'admettre que son analyse puisse être erronée. Sa fierté blessée a besoin d'un coupable, et Youssef est le parfait bouc émissaire. Les semaines passent, rythmées par une cohabitation tendue. Aïcha apprend laborieusement les tâches domestiques, brûlant les repas, cassant la vaisselle, et maudissant son sort à chaque instant. Youssef, de son côté, continue son travail de domestique le jour et d'époux discret le soir, sans jamais perdre patience. C'est lors d'une chaude soirée de juillet que tout bascule. Aïcha, épuisée par sa journée de labeur, s'évanouit dans la cuisine. Quand elle reprend conscience, elle se trouve dans son lit, un linge humide sur le front. Youssef est assis à ses côtés, tenant dans ses mains un livre, qu'il lit couramment. « Vous savez lire » balbutie Aïcha, encore groggy. Youssef referme précipitamment l'ouvrage, mais il est trop tard. Aïcha a reconnu la couverture, Les 1001 nuits, dans une édition française élégante. Comment un domestique peut-il posséder de tels livres? Et en français, qui plus est? Le masque de Youssef se fissure légèrement. Pour la première fois depuis leur mariage, il semble désarçonné. J'ai appris seul, bredouille-t-il. Mais Aïcha n'est pas dupe. L'élégance avec laquelle il tient l'ouvrage, la fluidité évidente de sa lecture, tout indique une éducation raffinée. Un domestique autodidacte ne manipulerait pas un livre avec cette familiarité naturelle. « Qui êtes-vous vraiment » demande-t-elle, se redressant dans son lit. Youssef se lève brusquement, évitant son regard. « Je ne suis que ce que vous voyez, madame. Un homme simple qui travaille de ses mains. » Mais le doute s'est immiscé dans l'esprit d'Aïcha. Au cours des jours suivants, elle observe son mari avec une attention nouvelle. Elle remarque la distinction naturelle de ses gestes quand il pense être seul, la façon dont il tient sa cuillère, sa posture droite malgré ses vêtements modestes. Elle l'entend parfois murmurer des vers en arabe classique, une poésie trop sophistiquée pour un homme sans éducation. Un matin, alors que Youssef est parti travailler, Aïcha fouille discrètement ses affaires. Dans un coffre en bois, sous de vieux vêtements, elle découvre des lettres. L'écriture est élégante, l'arabe parfaitement calligraphié. Et la signature la fait vaciller, Youssef Ben Omar à l'Andalousie. À l'Andalousie. Ce nom ne lui est pas inconnu. Elle se souvient des récits de son grand-père sur ces grandes familles venues d'Al-Andalus, des lettrés et des nobles qui avaient fui l'Espagne lors de la Reconquista. Mais cela ne peut signifier qu'une chose, Youssef appartient à une lignée prestigieuse, peut-être même plus ancienne et honorable que la sienne. Pourquoi un homme de noble naissance travaillerait-il comme domestique? Pourquoi accepterait-il ce mariage humiliant sans broncher? Le mystère s'épaissit, et avec lui, l'intrigue qui va changer le cours de cette histoire. Cette nuit-là, Aïcha ne trouve pas le sommeil. Elle repense à tous les détails qui auraient dû l'alerter, la correction parfaite du langage de Youssef, ses connaissances évidentes en littérature, sa façon de s'exprimer avec mesure et dignité même dans les pires moments. Comment a-t-elle pu être si aveugle? Le lendemain, elle l'attend de pied ferme dans le petit salon. « Youssef, dit-elle quand il rentre du travail, nous devons parler. » Il s'arrête sur le seuil, remarquant immédiatement le changement dans sa voix. Fini le mépris hautain, place à une curiosité intense. « Je sais que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, » continue-t-elle en lui tendant une des lettres qu'elle a trouvées. « À l'Andalousie, ce nom signifie quelque chose, n'est-ce pas ?» Le visage de Youssef se ferme complètement. Il fixe la lettre dans les mains d'Aïcha comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux.
Vous n'aviez pas le droit de fouiller mes affaires, dit-il d'une voix blanche. J'ai tous les droits. Je suis votre épouse, que cela nous plaise ou non. Et j'exige de savoir qui vous êtes vraiment. Un long silence s'installe. Youssef semble peser le pour et le contre, luttant contre des démons intérieurs. Finalement, il s'assoit lourdement face à Aïcha. Que voulez-vous savoir exactement? Tout. Pourquoi un homme visiblement éduqué et peut-être de bonne naissance travaille-t-il comme domestique? Pourquoi accepter ce mariage que n'importe qui aurait refusé? Et surtout, pourquoi jouer cette comédie depuis si longtemps? Youssef ferme les yeux, comme s'il rassemblait ses souvenirs douloureux. Mon père était effectivement Sidi Omar à l'Andalousie, descendant d'une grande famille de Cordoue. Notre lignée remonte au XIe siècle, au temps glorieux d'Al-Andalus. Nous possédions des terres, une grande maison, des domestiques. Sa voix se brise légèrement. Nous possédions, reprend-il. Tout a changé quand j'avais 20 ans. Mon oncle paternel, Sidi Mahmoud, convoitait notre héritage depuis longtemps. Il a monté une machination diabolique pour nous déposséder. Aïcha se penche vers lui, captivée malgré elle par ce récit. Il a d'abord semé le doute sur la légitimité de ma naissance, prétendant que ma mère avait été mariée selon des rites non reconnus. Puis il a corrompu des témoins, falsifié des documents, acheté des juges. En quelques mois, nous avons tout perdu, les terres, la maison, notre statut social. Et votre père? Il n'a rien pu faire? Mon père est mort de chagrin 6 mois après avoir été déchu de ses droits. Le déshonneur lui était insupportable. Ma mère, elle, est devenue folle de douleur. Elle vit maintenant dans un petit appartement sombre, ne reconnaissant plus personne, parlant sans cesse à des fantômes du passé. Les larmes perlent aux yeux de Youssef, mais il les refoule avec dignité. J'aurais pu me battre, contester les décisions, faire appel. Mais ma mère avait besoin de soins constants, et les procédures coûtent cher. Très cher. Alors j'ai fait le seul choix possible, j'ai accepté de disparaître de la haute société pour préserver ma mère et gagner l'argent nécessaire à son traitement. Vous vous êtes fait passer pour un domestique? Pour un homme sans passé, sans famille, sans prétention. Cela m'a permis de travailler sans que mon oncle puisse me retrouver et achever sa vengeance. Chaque dirham que je gagne sert à payer les médicaments de ma mère et le loyer de son petit logement. Aïcha reste sans voix. L'homme qu'elle méprisait depuis des semaines se révèle être un fils dévoué qui a sacrifié son rang social pour sauver sa mère. La noblesse qu'elle n'arrivait pas à définir chez lui prend soudain tout son sens. Mais alors, pourquoi avoir accepté ce mariage? Vous auriez pu refuser, partir ailleurs. Youssef la regarde avec une intensité nouvelle. Parce que vous me rappeliez quelqu'un que j'ai connu autrefois. Une jeune fille fière et rebelle qui refusait qu'on décide de sa vie à sa place. Cette jeune fille, c'était ma sœur Fatima. Elle aussi a défié notre père pour épouser l'homme qu'elle aimait. Elle aussi a payé cher sa liberté. Qu'est-elle devenue? Elle est morte en couche 2 ans après son mariage d'amour. Son époux l'a abandonnée, et elle n'avait nulle part où aller. Si j'avais été présent, si j'avais pu l'aider. Mais j'étais trop occupée à pleurer sur mon sort perdu. La vérité frappe Aïcha de plein fouet. Youssef l'a épousée par compassion, voyant en elle l'écho de sa sœur disparue. Il a accepté l'humiliation de ce mariage de convenance pour lui éviter un sort peut-être pire. « Vous m'avez sauvée » murmure-t-elle, réalisant soudain l'ampleur de son erreur de jugement. « Je n'ai fait que mon devoir d'homme honorable. Même déchu, même réduit au rang de domestique, je reste le fils de Sidi Omar à l'Andalousie. Et un homme d'honneur ne laisse pas une femme seule face à l'adversité. » Cette révélation change tout. Aïcha découvre qu'elle n'a pas épousé un opportuniste, mais un héros silencieux. Un homme qui a tout sacrifié par amour filial et qui l'a épousé par générosité d'âme. La honte l'envahit quand elle repense à ses paroles méprisantes, à ses attitudes hautaines. « Pardonnez-moi, dit-elle dans un souffle. J'ai été aveugle et cruelle. Vous n'aviez aucun moyen de savoir. Et puis, votre colère était légitime. On vous a imposé ce mariage contre votre volonté. Mais vous aussi. Vous aussi, on vous l'a imposé. Pas exactement. Votre père m'a fait une proposition, et j'ai choisi de l'accepter. Vous,
On ne vous a pas laissé le choix. Cette nuance révèle encore la noblesse d'âme de Youssef. Même dans l'explication de ses actes, il refuse de se poser en victime et reconnaît la différence de leur situation. Que pouvons-nous faire maintenant ? Demande Aïcha, désemparée. Continuez à vivre, tout simplement. Vous connaissez maintenant la vérité sur moi. À vous de décider si cela change quelque chose entre nous. Cette conversation marque le début d'une nouvelle ère dans leur relation. Fini le mépris et l'hostilité, place à une curiosité mutuelle et respectueuse. Aïcha commence à voir Youssef avec des yeux neufs, remarquant sa gentillesse naturelle, son intelligence discrète, sa force morale impressionnante. De son côté, Youssef découvre peu à peu la vraie personnalité d'Aïcha, au-delà de la jeune fille gâtée et rebelle qu'il croyait connaître. Il réalise qu'elle possède une intelligence vive, un sens de la justice développé, et surtout, une capacité d'évolution remarquable. Leur cohabitation devient plus harmonieuse. Ils discutent le soir, partageant leurs lectures et leurs réflexions. Youssef aide Aïcha dans les tâches ménagères sans jamais lui faire sentir qu'elle est incompétente. Aïcha, de son côté, commence à apprécier la simplicité de leur vie et découvre des plaisirs qu'elle ne soupçonnait pas. Mais cette accalmie est de courte durée. Car un événement va venir bouleverser leur fragile équilibre et révéler de nouvelles facettes de leur personnalité. Un matin de septembre, Youssef ne rentre pas du travail à l'heure habituelle. Aïcha s'inquiète, arpentant le petit salon en jetant des coups d'œil anxieux par la fenêtre. Quand il finit par apparaître, elle remarque immédiatement son visage sombre et ses vêtements en désordre. « Que s'est-il passé ?» demande-t-elle en se précipitant vers lui. « Ma mère, » dit-il d'une voix brisée. « Elle a eu une crise. Il faut que je la fasse hospitaliser, mais je n'ai pas assez d'argent pour les soins qu'elle nécessite. » Aïcha sent son cœur se serrer. Elle a appris à connaître la dévotion de Youssef pour sa mère malade, et elle mesure l'ampleur de son désespoir. « Combien faut-il ? » « Plus que ce que je pourrais gagner en un an de travail, » répond-il amèrement. Aïcha réfléchit rapidement. Elle possède encore quelques bijoux de famille, cachés soigneusement depuis son mariage. Des pièces de valeur qu'elle gardait en cas d'urgence absolue. « Attendez-moi, » dit-elle en se dirigeant vers sa chambre. Elle revient quelques minutes plus tard avec un écrin de velours rouge. À l'intérieur, un collier de perles et des boucles d'oreilles en or et diamants, héritage de sa grand-mère. « Vendez ceci, » dit-elle en tendant l'écrin à Youssef. « Cela devrait couvrir les frais médicaux. » Youssef recule comme si elle lui tendait du feu. « Je ne peux pas accepter. Ce sont vos biens personnels, tout ce qui vous reste de votre ancienne vie. » Justement. Il est temps que je me détache définitivement de cette ancienne vie. Votre mère a besoin de soins, et nous avons les moyens de l'aider. C'est aussi simple que cela. Aïcha. La voix de Youssef s'étrangle d'émotion. Vous ne mesurez pas ce que vous faites. Ces bijoux valent une fortune. Ils représentent votre sécurité, votre indépendance. Ma sécurité, c'est d'être en paix avec ma conscience. Et ma conscience ne supporterait pas de savoir qu'une femme souffre alors que je peux l'aider. Ce geste généreux révèle un aspect d'Aïcha que même elle ne soupçonnait pas. La jeune fille égocentrique et capricieuse fait place à une femme capable de compassion et de sacrifice. Youssef prend les bijoux avec des mains tremblantes. « Je vous rembourserai, » dit-il. « Même si cela me prend toute ma vie, je vous rembourserai jusqu'au dernier dirham. Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de votre mère. » Cette nuit-là, Youssef accompagne sa mère à l'hôpital tandis qu'Aïcha reste seule dans la maison. Elle réalise alors à quel point sa vie a changé. Il y a quelques mois, elle n'aurait jamais imaginé sacrifier ses biens pour aider quelqu'un d'autre, encore moins pour la mère de l'homme qu'elle méprisait. Aujourd'hui, son geste lui paraît naturel, évident. Cette évolution n'est pas passée inaperçue dans le quartier. Lala Fatima, la mère de Youssef, a beau être malade, elle a remarqué le dévouement de sa belle-fille lors de ses visites à l'hôpital. Les voisins aussi commencent à parler de ce couple étrange où la fille de notable soigne la mère de son mari domestique avec une tendresse filiale. Mais tous les regards ne sont pas bienveillants. Si Ahmed Ben Ali, le père d'Aïcha, entend lui aussi ces rumeurs. Et ce qu'il apprend ne lui plaît pas du tout. Sa fille, qui devait apprendre l'humilité par ce mariage de punition,
semble au contraire s'épanouir dans sa nouvelle vie. Pire, elle affiche une complicité évidente avec son époux de basse extraction. Cette fille ne comprend décidément rien, grogne-t-il en arpentant son salon. Au lieu d'être humiliée par sa condition, elle s'en accommode. Au lieu de revenir me supplier de la reprendre, elle joue à la parfaite épouse. Sa fierté paternelle est blessée. Il avait conçu ce mariage comme une leçon temporaire, pensant qu'Aïcha ne tarderait pas à implorer son pardon. Au lieu de cela, elle semble avoir trouvé un équilibre dans cette vie qu'il jugeait indigne d'elle. C'est alors qu'un visiteur inattendu se présente chez lui. Un homme élégamment vêtu, aux manières raffinées, qui se présente comme Sidi Mahmoud à l'Andalousie. « J'ai appris que votre fille avait épousé un de mes neveux, » dit l'homme avec un sourire mielleux. « Je souhaiterais m'entretenir avec vous de cette union. » Si Ahmed reçoit son visiteur avec les égards dus à son rang apparent. Sidi Mahmoud se présente comme un homme d'affaires prospère, soucieux de l'honneur familial. « Mon neveu Youssef vous a-t-il dit qui il était vraiment ?» demande-t-il avec un air de circonstance. « Que voulez-vous dire ? Il est domestique chez moi depuis 3 ans. Un homme simple et travailleur. » Simple ? Sidi Mahmoud éclate d'un rire sardonique. « Mon cher Si Ahmed, vous avez été berné. Youssef Ben Omar à l'Andalousie est le fils déchu d'une famille jadis respectable, certes, mais aussi un homme aux mœurs douteuses. Savez-vous pourquoi il a été déshérité ? » Les yeux de Si Ahmed s'écarquillent. Il flaire le scandale. Pour détournement de biens familiaux, malversation, autre turpitude que la décence m'interdit de nommer. Un vaurien, en somme, qui s'est fait passer pour un modeste travailleur pour échapper à ses créanciers. Ces révélations, bien qu'étièrement fausses, tombent dans l'oreille fertile d'un père déjà mécontent. Si Ahmed voit dans ces accusations la confirmation de ses pires craintes, sa fille a non seulement épousé un domestique, mais un domestique malhonnête par-dessus le marché. « Que me conseillez-vous » demande-t-il à son visiteur. « Ce mariage doit être annulé immédiatement. Je peux vous fournir les documents prouvant l'indignité de mon neveu. Votre fille mérite mieux que se déclasser. » Sidi Mahmoud joue habilement sur la fierté blessée du père. Il présente son intervention comme un service rendu à une famille honorable trompée par un imposteur. « J'ai d'ailleurs un candidat à proposer pour votre fille, » ajoute-t-il. « Mon fils aîné, homme respecté et fortuné, qui saurait lui rendre le rang qu'elle mérite. » Le piège se referme. Si Ahmed, aveuglé par sa rancœur et son orgueil, ne voit pas la machination qui se trame. Il ne comprend pas que Sidi Mahmoud cherche simplement à achever la destruction de Youssef en lui enlevant la seule chose positive de sa nouvelle vie, son épouse. Pendant ce temps, ignorant ce qui se trame contre eux, Aïcha et Youssef vivent leur premier moment de bonheur conjugal véritable. La maladie de Lala Fatima les a rapprochés, révélant leurs qualités respectives. Aïcha découvre chez Youssef une force tranquille et une générosité d'âme qui la touche profondément. Youssef, de son côté, admire la transformation de sa femme, sa capacité à dépasser ses préjugés et ses habitudes. Un soir, alors qu'ils reviennent ensemble de l'hôpital où l'état de Lala Fatima s'améliore lentement, Aïcha prend la main de Youssef. « Merci, dit-elle simplement. »« Merci pourquoi ? » Pour m'avoir montré que la vraie noblesse n'a rien à voir avec l'argent ou le rang social. Pour m'avoir appris que l'amour peut naître de la compassion et du respect mutuel. Ces mots touchent Youssef en plein cœur. Lui qui avait renoncé à l'amour en acceptant ce mariage de convenance découvre qu'Aïcha éprouve désormais des sentiments sincères pour lui. « L'Aïcha, murmure-t-il, je... » Chut, l'interrompt-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Nous avons tout le temps. Laissons les sentiments grandir naturellement. » Cette sagesse nouvelle chez Aïcha révèle sa maturité. Elle a compris que l'amour véritable ne se décrète pas, mais se construit jour après jour, dans le partage et le respect mutuel. Malheureusement, leur bonheur naissant va être brutalement interrompu. Le lendemain matin, Si Ahmed débarque chez sa fille avec une escorte de témoins et un représentant de la justice. Son visage est fermé, ses manières glaciales. « L'Aïcha, déclare-t-il sans préambule, ce mariage est annulé. Des preuves de l'indignité de ton époux ont été établies. Tu rentreras immédiatement à la maison familiale. » Aïcha et Youssef, stupéfaits, voient leur petit monde s'écrouler d'un coup.
Les accusations de Sidi Mahmoud sont présentées comme des faits avérés, les faux documents brandis comme des preuves irréfutables. Père, vous vous trompez, proteste Aïcha. Youssef est un homme d'honneur. Je le connais maintenant, je peux témoigner de sa droiture. Ta naïveté t'a rendu aveugle, rétorque Si Ahmed. Cet homme t'a manipulé avec ses airs de victime. Tu découvriras la vérité quand il sera trop tard. Youssef, lui, reste silencieux, accablé. Il reconnaît dans cette machination la patte de son oncle, mais comment le prouver? Qui croira la parole d'un domestique déchu contre celle d'un notable respecté? Ne dis rien, lui conseille Aïcha à voix basse. Laisse-moi me battre pour nous. Mais Si Ahmed est intraitable. Les papiers sont signés, l'annulation prononcée. Aïcha se retrouve contrainte de suivre son père, non sans avoir promis à Youssef qu'elle reviendrait. Je ne vous abandonnerai pas, lui glisse-t-elle en partant. Nous trouverons un moyen. De retour dans la demeure familiale, Aïcha est traitée comme une convalescente qu'il faut guérir d'une maladie honteuse. Son père a déjà entamé les négociations pour un nouveau mariage avec le fils de Sidi Mahmoud. Cette fois, pas question d'échapper à son destin. Mais Aïcha n'est plus la jeune fille rebelle qui fuyait par les toits. L'épreuve l'a mûrie, et elle comprend qu'elle doit jouer plus finement. Elle feint d'accepter la situation tout en cherchant discrètement des moyens de découvrir la vérité sur les accusations portées contre Youssef. C'est en interrogeant habilement Sidi Mahmoud lors d'une visite de courtoisie qu'elle commence à percer son jeu. L'homme, sûr de lui, laisse échapper quelques détails qui ne collent pas avec sa version officielle. Des dates qui ne correspondent pas, des témoins qui semblent avoir été achetés, des documents dont l'authenticité paraît douteuse. Aïcha comprend alors qu'elle fait face à un manipulateur de génie, capable de détruire une famille entière pour assouvir sa cupidité. Mais elle comprend aussi qu'elle détient peut-être les clés pour le démasquer. Pendant ce temps, Youssef sombre dans le désespoir. Non seulement il a perdu Aïcha, mais les accusations de son oncle ont fait le tour du quartier. Plus personne ne veut l'employer, le prenant pour un escroc et un dépravé. Ses économies fondent rapidement pour payer les soins de sa mère, et il se retrouve bientôt dans une situation dramatique. C'est dans ces heures sombres qu'un événement inattendu va tout changer. Un matin, alors que Youssef erre dans les rues à la recherche d'un travail, il aperçoit un attroupement devant la grande mosquée. Un vieil homme s'est effondré, et personne n'ose s'approcher de peur qu'il soit contagieux. Sans hésiter, Youssef se précipite vers l'inconnu. Il reconnaît immédiatement les signes d'une crise cardiaque et prodigue les premiers secours avec une compétence qui étonne les témoins. Grâce à ses gestes précis et rapides, l'homme reprend conscience et peut être transporté chez un médecin. Ce que Youssef ignore, c'est que le vieillard qu'il vient de sauver n'est autre que Sidi Abderrahmane, un des plus respectés oulémas de la ville, homme de religion et de savoir reconnu par tous. Quand Sidi Abderrahmane apprend l'identité de son sauveur, il refuse de croire aux accusations qui circulent. Un homme capable d'un tel dévouement désintéressé ne peut être le scélérat qu'on décrit. Il mène sa propre enquête et découvre rapidement les incohérences dans le dossier monté par Sidi Mahmoud. Fort de son autorité morale, Sidi Abderrahmane convoque tous les protagonistes de l'affaire pour un jugement public selon les règles traditionnelles. Si Ahmed, Sidi Mahmoud, Aïcha et Youssef se retrouvent face à un tribunal d'honneur composé des notables les plus respectés de la ville. Mes frères, déclare solennellement Sidi Abderrahmane, nous sommes réunis pour démêler la vérité du mensonge dans cette affaire qui divise notre communauté. Car il ne peut y avoir de paix dans nos cœurs tant que l'injustice n'aura pas été démasquée. L'audience qui s'ouvre alors va révéler des vérités stupéfiantes. Sidi Abderrahmane a retrouvé d'anciens serviteurs de la famille à l'Andalousie, des témoins intègres qui peuvent attester de la vraie personnalité de Youssef et des manœuvres de son oncle. 1 à 1, les mensonges de Sidi Mahmoud s'effritent. Les documents falsifiés sont mis au jour, les faux témoins se rétractent face à l'autorité morale du tribunal, et la véritable histoire émerge enfin. Et Sidi Mahmoud, tonne Sidi Abderrahmane, vous avez non seulement dépossédé votre neveu de son héritage légitime, mais vous avez également tenté de salir son honneur pour l'empêcher de refaire sa vie. Quelle est votre défense? Acculé, Sidi Mahmoud tente une dernière manœuvre. Il sort une bourse pleine d'or et la pose devant le tribunal. Honorable juge, dit-il avec son sourire le plus charmeur, tout ceci n'est qu'un malentendu.
Je suis prêt à dédommager généreusement mon neveu pour les inconvénients qu'il a pu subir. Cette tentative de corruption provoque un tollé dans l'assemblée. Sidi Abderrahmane se lève, les yeux flamboyants de colère. Misérable! Non content d'être un voleur et un menteur, vous osez corrompre la justice devant témoins. Votre châtiment n'en sera que plus sévère. Le verdict tombe comme un coup près. Sidi Mahmoud est condamné à restituer intégralement l'héritage des Al-Andalusi, à payer des dommages et intérêts considérables, et surtout, à présenter des excuses publiques pour avoir sali l'honneur de son neveu. Mais le vieux sage ne s'arrête pas là. Se tournant vers Si Ahmed, il l'interpelle avec une autorité qui fait trembler le père d'Aïcha. « Et vous, Si Ahmed Ben Ali, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Car vous aussi, vous portez une lourde responsabilité dans cette affaire. » Mais j'ai été trompé. Je croyais agir pour le bien de ma fille. Vous avez été trompé parce que vous avez préféré écouter la malveillance plutôt que d'enquêter par vous-même. Vous avez brisé un mariage légitime sur la base de rumeurs, séparé deux époux qui avaient trouvé l'harmonie. Votre orgueil vous a rendu aveugle à la vérité. Si Ahmed baisse la tête, accablé par la justesse du reproche. Il réalise qu'effectivement, sa fierté blessée l'a conduit à commettre une grave injustice. Cependant, continue Sidi Abderrahmane, votre erreur peut être réparée. Si vous le souhaitez sincèrement. Tous les regards se tournent vers le vieil homme, attendant sa proposition. Sidi Youssef Ben Omar Al-Andalusi, dit-il en se tournant vers le jeune homme, accepteriez-vous de reprendre votre épouse si son père vous en fait la demande officielle et publique ? Youssef regarde Aïcha, cherchant dans ses yeux la réponse à sa question muette. Ce qu'il y lit le rassure, l'amour sincère, le désir de reconstruire leur vie ensemble, la certitude partagée qu'ils forment désormais un vrai couple. J'accepterai avec joie, répond-il simplement. Et vous, Lala Aïcha, continue le sage, souhaitez-vous retrouver votre époux, maintenant que la vérité a été établie ? Plus que tout au monde, répond Aïcha sans hésiter. Ces semaines de séparation m'ont fait comprendre que j'aimais vraiment cet homme. Non pas malgré ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il est, un être noble, généreux et courageux. Le moment de vérité est arrivé pour Si Ahmed. Toute l'assemblée attend sa décision. Va-t-il persister dans son erreur ou aura-t-il l'humilité de reconnaître ses torts ? Le père d'Aïcha se lève lentement. Son visage porte les traces de la lutte intérieure qu'il mène entre son orgueil et sa conscience. Finalement, il fait quelques pas vers Youssef, devant l'assemblée stupéfaite, s'incline devant lui. Et Sidi Youssef, dit-il d'une voix tremblante, je vous demande pardon pour l'injustice que je vous ai fait subir. J'ai jugé sur les apparences et j'ai été manipulé par la malveillance. Si vous acceptez de reprendre ma fille pour épouse, vous aurez ma bénédiction et mon respect. Cette rédemption publique de Si Ahmed marque le triomphe de la vérité et de la justice. L'assemblée applaudit, émue par ce retournement de situation qui restaure l'honneur de chacun. Mais Sidi Abderrahmane n'a pas terminé son œuvre de réconciliation. Il reste une dernière chose à régler, déclare-t-il. Et Sidi Youssef, vous avez retrouvé votre nom, votre honneur et votre héritage. Mais qu'allez-vous faire de tout cela ? Youssef réfléchit un instant avant de répondre. Avec votre permission, vénérable maître, j'aimerais utiliser une partie de cet héritage pour créer un dispensaire gratuit pour les plus démunis. Ces mois passés dans la pauvreté m'ont appris que la maladie et la misère ne distinguent pas entre les classes sociales. Tous méritent d'être soignés avec dignité. Cette déclaration provoque une nouvelle salve d'applaudissements. Youssef prouve une fois de plus que sa noblesse n'est pas qu'une question de naissance, mais bien une affaire de caractère. Et moi, ajoute Aïcha en se levant, j'aimerais travailler à ses côtés dans ce dispensaire. Ces derniers mois m'ont appris que le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on donne aux autres. La transformation d'Aïcha est complète. De jeune fille gâtée et rebelle, elle est devenue une femme mûre, consciente de ses responsabilités sociales et désireuse de mettre sa nouvelle sagesse au service des autres. Le jugement se termine par une cérémonie émouvante. Sidi Mahmoud, humilié et ruiné par ses propres manigances, quitte la ville pour échapper à l'opprobre général. Si Ahmed bénit solennellement l'union de sa fille et de Youssef, demandant pardon à tous pour son aveuglement passé. Mais c'est Sidi Abderrahmane qui prononce les paroles les plus mémorables de cette journée historique.
Mes frères et mes sœurs, dit-il en regardant l'assemblée, nous avons assisté aujourd'hui à une leçon de sagesse que nous ne devons jamais oublier. La vraie noblesse ne se mesure pas à la richesse ou au rang social, mais à la générosité du cœur et à la droiture de l'âme. Sidi Youssef nous a montré qu'un homme peut perdre tous ses biens sans rien perdre de sa dignité, pourvu qu'il reste fidèle à ses principes. Lala Aïcha nous a prouvé qu'une femme peut grandir au-delà de ses privilèges pour découvrir sa véritable valeur. Et Si Ahmed nous a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et les réparer. Ces paroles résonnent dans le cœur de chacun, car elles touchent à l'essence même de la condition humaine. Qui n'a jamais jugé sur les apparences ? Qui n'a jamais laissé l'orgueil obscurcir son jugement ? Qui n'a jamais eu à choisir entre ses intérêts et sa conscience ? La cérémonie de réconciliation se transforme spontanément en fête. Les femmes entonnent des youyous de joie, les hommes récitent des vers célébrant la victoire de la justice, et les enfants courent partout en riant. C'est tout le quartier qui célèbre ce dénouement heureux. Aïcha et Youssef, main dans la main, regardent cette liesse populaire avec des larmes de bonheur dans les yeux. Ils ont traversé l'épreuve et en sont sortis grandis, transformés, unis par des liens plus forts que tous les obstacles. Avez-vous des regrets ? Demande Youssef à sa femme. Aucun, répond Aïcha sans hésiter. Cette épreuve nous a menés l'un vers l'autre. Sans elle, nous serions restés des étrangers mariés par contrainte. Grâce à elle, nous sommes devenus des complices, des amis, des amants. Le mot est lâché. Car oui, l'amour a fini par naître entre eux. Pas l'amour passionnel et destructeur qu'Aïcha croyait rechercher dans sa jeunesse, mais l'amour mature et constructeur qui se bâtit sur l'estime mutuelle et le partage des valeurs. Je vous aime, dit Youssef avec une simplicité qui va droit au cœur. Moi aussi, je vous aime, répond Aïcha. Et je crois que nous allons être très heureux ensemble. Cette déclaration mutuelle scelle leur union véritable, bien plus solennellement que la cérémonie religieuse qui les avait unis quelques mois plus tôt. Les semaines qui suivent confirment cette prophétie de bonheur. Youssef et Aïcha s'installent dans une belle maison offerte par Si Ahmed en guise de réparation. Ils y aménagent le fameux dispensaire promis, qui devient rapidement une référence dans la région. Lala Fatima, la mère de Youssef, guérie de sa maladie grâce aux soins payés par Aïcha, devient une belle-mère adorée. Elle trouve dans sa bru la fille qu'elle avait toujours rêvé d'avoir, et Aïcha découvre dans cette femme simple et sage la tendresse maternelle qui lui avait manqué. Si Ahmed, de son côté, apprend à connaître et à respecter son gendre. Il découvre avec admiration l'intelligence, la culture et la noblesse d'âme de Youssef, et se félicite finalement que sa fille ait trouvé un époux si remarquable. Le dispensaire prospère rapidement. Youssef y exerce ses talents de lettré en tenant la comptabilité et en correspondant avec les fournisseurs de médicaments. Aïcha y développe ses qualités humaines en s'occupant directement des malades, apprenant à panser les plaies et à réconforter les affligés. Leur couple devient un exemple dans tout le quartier. On vient de loin pour voir ces époux qui ont transformé une punition en bénédiction, une contrainte en liberté, une humiliation en élévation. Mais au-delà de leur succès personnel, Aïcha et Youssef incarnent un message d'espoir universel. Ils prouvent que l'amour véritable peut naître dans les conditions les plus improbables, que la noblesse du cœur transcende toutes les barrières sociales, et que les épreuves les plus dures peuvent devenir les fondations du bonheur le plus solide. Un an après leur réconciliation, Aïcha met au monde un fils. Cet enfant, fruit de leur amour conquis de haute lutte, symbolise l'avenir qu'ils construisent ensemble. Il portera le nom des Al-Andalusi avec fierté, mais il grandira dans l'idée que la vraie noblesse se mérite chaque jour par ses actes. Lors de la cérémonie de baptême, Sidi Abderrahmane prononce une bénédiction qui résume toute la sagesse de cette histoire. Que cet enfant grandisse en sachant que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne. Que sa mère lui enseigne que le bonheur ne vient pas de la satisfaction de tous ses désirs, mais de la paix du cœur. Que son père lui montre que l'honneur véritable consiste à rester debout quand tout s'écroule autour de soi. Et que tous deux lui transmettent cette vérité éternelle, l'amour authentique transforme les âmes et rachète toutes les souffrances. Ces paroles prophétiques vont guider la vie de cette famille recomposée. Elles vont aussi inspirer tous ceux qui entendent cette histoire extraordinaire, cette fable moderne qui nous rappelle des vérités intemporelles. Car au fond, que nous enseigne le parcours d'Aïcha et Youssef ? Que les jugements hâtifs sont souvent erronés,
que la vraie noblesse n'a rien à voir avec l'argent ou le rang social, que l'amour peut naître de la compassion et du respect mutuel, et surtout, que les épreuves les plus difficiles peuvent devenir nos plus belles opportunités de grandir. Cette leçon résonne encore aujourd'hui, dans notre monde moderne où les préjugés et les inégalités persistent. Combien d'entre nous jugent leurs semblables sur leur apparence, leur métier, leur origine? Combien passent à côté de relations précieuses parce qu'ils se fient aux apparences? L'histoire d'Aïcha et Youssef nous invite à regarder au-delà des masques sociaux, à chercher la vérité derrière les façades, à donner sa chance à chacun indépendamment de ses origines. Elle nous rappelle que l'amour véritable se construit dans le respect mutuel et l'admiration réciproque, pas dans la passion aveugle ou l'intérêt matériel. Elle nous montre aussi que les femmes peuvent évoluer, grandir, dépasser leur conditionnement pour devenir les artisanes de leur propre destinée. Aïcha refuse d'être une victime passive de son sort. Elle transforme sa punition en libération, son humiliation en élévation. De son côté, Youssef incarne la noblesse authentique, celle qui ne se proclame pas mais se démontre par les actes. Déchu de son rang, il aurait pu sombrer dans l'amertume ou la révolte. Au lieu de cela, il choisit la dignité silencieuse et le service des autres. Il prouve que la grandeur d'âme ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Leur amour, né de l'adversité et mûri dans l'épreuve, devient plus fort que tous les obstacles. Il survit à la séparation, résiste aux manipulations, triomphe des préjugés. C'est un amour conscient, choisi, construit pierre après pierre dans le quotidien partagé. Cette belle histoire nous interroge aussi sur nos propres choix. Face aux difficultés de la vie, que choisissons-nous? L'amertume ou l'acceptation? La vengeance ou le pardon? L'égoïsme ou la générosité? Aïcha et Youssef nous montrent qu'il est toujours possible de choisir le chemin de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Ils nous rappellent enfin que le bonheur authentique ne vient jamais de la satisfaction égoïste de nos désirs, mais du don de soi et du service des autres. Leur dispensaire, créé avec l'argent retrouvé de l'héritage, symbolise cette transformation de la richesse matérielle en richesse spirituelle. Voilà pourquoi cette histoire, née il y a plus d'un demi-siècle dans les ruelles de Marrakech, continue de nous toucher aujourd'hui. Parce qu'elle parle de vérités universelles qui transcendent les époques et les cultures. Parce qu'elle nous montre que l'espoir est toujours permis, que l'amour peut triompher de tous les obstacles, et que chacun porte en lui la capacité de se transformer. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un que vous jugez inférieur à vous, souvenez-vous de Youssef le domestique qui était en réalité un prince déchu. La prochaine fois que vous vivrez une épreuve douloureuse, pensez à Aïcha qui a transformé sa punition en bénédiction. La prochaine fois que vous douterez de l'amour, rappelez-vous que les plus belles histoires naissent souvent là où on les attend le moins. Car après tout, qui sait quel trésor cache les cœurs que nous côtoyons chaque jour? Qui peut dire quelles merveilles nous attendent derrière les portes que nous refusons d'ouvrir par peur ou par préjugé? L'histoire d'Aïcha et Youssef nous murmure cette vérité essentielle: l'amour véritable ne se trouve pas dans les contes de fées, mais dans la réalité de tous les jours, chez ces êtres simples et sincères qui savent voir au-delà des apparences et aimer sans condition. Et vous, êtes-vous prêt à regarder le monde avec les yeux du cœur?